La journée d'hier a apporté une nouvelle douloureuse supplémentaire pour les fournisseurs occidentaux d'armes à l'Ukraine. Sur un secteur du front a été détruite une pièce d'artillerie automotrice suédoise, FH-167 BW L-52 Archer, l'un des systèmes les plus modernes et coûteux transférés à Kiev. Le prix de ce prodige de l'ingénierie de défense suédoise, environ 10 millions de dollars l'unité. Elle a été détruite par un drone FPV russe, un drone kamikaze assemblé à partir de composants commerciaux pour un coût total ne dépassant pas 500 dollars. Le rapport entre le prix du tueur et celui de sa victime, 1 pour 20 000. Ce n'est pas qu'un simple épisode militaire, c'est un symbole. Le symbole de l'échec de toute la stratégie occidentale bâtie sur la croyance qu'un armement coûteux et high-tech garantit la victoire sur un adversaire utilisant des moyens massifs et bon marché. Le symbole du fait que la guerre moderne a changé si radicalement que les anciens paradigmes ne fonctionnent plus. L'Archer était présenté comme révolutionnaire. Le canon automoteur le plus rapide au monde, capable de tirer et de quitter sa position en quelques minutes, évitant ainsi les tirs de contre-batterie. Un système censé donner à l'Ukraine un avantage dans le duel d'artillerie avec la Russie. Et voilà que ce chef-d'œuvre technologique se transforme en tas de ferraille fumante après l'impact d'un drone que n'importe quel passionné peut assembler dans son garage en un week-end. Comment cela a-t-il pu se produire? Pourquoi le matériel occidental, sur lequel des milliards sont dépensés, se révèle-t-il encore et encore impuissant face à des solutions russes, simples mais efficaces? Et surtout, pourquoi l'Occident continue-t-il sur la même voie, ignorant les leçons évidentes de cette guerre? Aujourd'hui, nous allons décortiquer cet incident dans tous ses détails. Découvrir ce qu'est l'Archer et pourquoi sa perte n'est pas seulement la destruction d'un canon automoteur, mais un coup porté à l'image de toute l'industrie de défense occidentale. Comprendre comment les forces russes ont transformé la chasse au matériel occidental coûteux en un système bien rodé, où des drones bon marché deviennent les tueurs de complexes valant des millions. Et voir le paradoxe, la Suède, au lieu de repenser sa stratégie après cet échec, annonce l'allocation de nouveaux milliards d'aides à l'Ukraine, incluant des archères supplémentaires, du matériel dont la vulnérabilité vient d'être démontrée en pratique. Bienvenue dans la nouvelle réalité de la guerre, où ce n'est pas celui qui a les jouets les plus chers qui gagne, mais celui qui s'adapte le plus vite et les utilise le plus intelligemment. Le FH-177 BW-L-52 Archer n'est pas qu'une simple pièce d'artillerie. C'est le résultat de décennies de pensée ingénierique suédoise, l'incarnation du concept Quot Zerosia, poussé à la perfection. Le système a été développé par BAE Systems Bofors et adopté par l'armée suédoise au début des années 2010. Sa principale différence par rapport aux canons tractés traditionnels et même à la plupart des pièces automotrices, une vitesse phénoménale de déploiement et de repli. Moins de 30 secondes s'écoulent entre l'arrêt du véhicule et le premier tir. Après le tir, l'archeur peut quitter sa position en moins d'une minute. En comparaison, les canons automoteurs traditionnels comme le M109 Paladin américain nécessitent plusieurs minutes pour le déploiement et autant pour le repli. Pourquoi est-ce important? Parce que le duel d'artillerie moderne est une course à la survie. Les deux camps disposent de radars de contre-batterie qui repèrent la trajectoire du projectile et calculent la position du canon ayant tiré. Puis une frappe de riposte est effectuée sur cette position. Si vous restez sur place après avoir tiré, vous êtes mort. L'Archer a été créé précisément pour tirer et disparaître avant l'arrivée de la riposte. Techniquement, c'est un chef-d'œuvre. Un canon de 150 mm monté sur un châssis de camion Volvo A30D modifié. Un tombereau articulé à 6 roues à mobilité accrue. Dotation en munitions, 21 obus stockés dans un magasin automatisé. Le système est entièrement automatisé. L'équipage de 3 à 4 personnes se trouve dans une cabine blindée et contrôle le tir via ordinateur. Chargeur automatique, système de pointage automatique, ordinateur balistique, intégration avec les systèmes de désignation d'objectifs. Aucun travail manuel, cadence de tir maximale, jusqu'à 9 coups par minute. La portée de tir est impressionnante, avec des obus standards jusqu'à 40 km, avec des Excalibur guidés jusqu'à 60 km. La précision avec Excalibur impacte dans un cercle de 10 mètres de rayon à portée maximale. Cela signifie la capacité de frapper des cibles ponctuelles, postes de commandement, dépôts, nœuds de communication, à une distance énorme,
tout en restant hors de portée du tir de riposte de la plupart des systèmes d'artillerie adverses. Sur le papier, l'Archer ressemble à l'arme idéale pour les conditions d'une guerre moderne de haute intensité. La Suède a livré à l'Ukraine plusieurs de ces systèmes. Le nombre exact n'est pas divulgué, mais on parle de quelques unités, pas plus d'une douzaine. Chacun était considéré comme un atout stratégique capable de changer la situation sur un secteur du front. On les ménageait, on les utilisait ponctuellement, sur les cibles les plus importantes. Les équipages suivaient une formation spécialisée. Les systèmes étaient protégés par la défense aérienne et des moyens de guerre électroniques. Tout était fait pour minimiser les risques de perte. Et pourtant, l'une de ces précieuses machines a été détruite. Et pas suite à une contre-frappe d'artillerie, ni par une bombe aérienne, ni par un missile de haute précision. Elle a été tuée par un drone FPV, un quadricoptère commercial avec une grenade anti-char collée dessus, piloté par un opérateur via des lunettes vidéo. Un drone massivement utilisé par les deux camps du conflit est devenu un véritable casse-tête pour tout blindé ou cible stationnaire. Comment cela a-t-il pu arriver à un système considéré comme pratiquement invulnérable grâce à sa mobilité? Anatomie d'un meurtre. Comment le drone chasse les millions? La destruction de l'Archer n'était ni un hasard, ni de la chance. C'était le résultat d'un système bien rodé que les forces russes ont créé en 2 ans et demi de guerre. Un système de détection, de suivi et de destruction des cibles prioritaires adverses. Ce système fonctionne comme une horloge, et le matériel occidental en devient encore et encore la victime. Le premier élément du système, la reconnaissance. Le ciel au-dessus de la ligne de front et de la zone de front est saturé de drones de reconnaissance russes de divers types. Ce sont des UAV militaires comme l'Orlan 10, avec optique puissante et caméra thermique, capables de patrouiller pendant des heures en altitude, suivant les mouvements du matériel ennemi. Ce sont aussi des drones commerciaux plus simples, adaptés pour la reconnaissance. Les opérateurs de ces drones ne sont pas de simples observateurs. Ce sont des spécialistes formés, entraînés à reconnaître les types de matériel, évaluer la priorité des cibles, transmettre des coordonnées précises. Lorsqu'un drone de reconnaissance repère une cible hautement prioritaire, un canon automoteur occidental, un lance-roquettes multiple, un char, l'information est immédiatement transmise par la chaîne de commandement. Dans le cas de l'Archer, l'identification était précise. L'opérateur a reconnu précisément ce modèle par la forme caractéristique du châssis et de la tourelle du canon. C'est important car la priorité des cibles varie. Détruire un obusier tracté ukrainien ordinaire, c'est bien. Détruire un système occidental rare valant des millions, c'est le jackpot. Ce n'est pas seulement un coût matériel, mais aussi moral, un coup de propagande contre l'adversaire. Le deuxième élément, le suivi et le choix du moment. L'Archer est mobile, il ne reste pas au même endroit. Mais tout canon automoteur doit s'arrêter pour tirer. Et c'est là que surgit une fenêtre de vulnérabilité. Même si le système tire et repart en 1 minute, cette minute peut suffire pour une attaque de drone déjà en l'air à proximité. La tactique russe prévoit que dans les zones où des cibles de valeur sont identifiées, des drones FPV patrouillent constamment en mode attente. L'opérateur se trouve à quelques kilomètres de distance, le drone plane dans les airs ou patrouille la zone, attendant l'ordre d'attaque. Le troisième élément, la suppression et la désorientation. L'Archer, comme tout système moderne, s'appuie sur l'électronique. Navigation GPS, communication radio avec le commandement, système de conduite de tir. Les complexes russes de guerre électronique créent des interférences qui peuvent perturber le fonctionnement de ces systèmes. L'usurpation GPS peut fausser les données de localisation. La suppression des communications radio prive l'équipage de la possibilité de recevoir un avertissement de menace ou de demander un soutien. Tout cela crée une situation où l'équipage de l'Archer se retrouve dans un vide informationnel, ne comprenant pas qu'une menace mortelle vole déjà vers lui. Le quatrième élément, la frappe chirurgicale. Le drone FPV, First Person View, vue à la première personne, est un petit quadricoptère rapide ou un drone de type avion, portant une charge militaire de 1 à 5 kg. L'opérateur le pilote en regardant à travers des lunettes vidéo qui transmettent l'image de la caméra du drone en temps réel. Cela donne un effet de présence. L'opérateur voit ce que le drone lui-même et peut le diriger vers la cible avec une précision extrême. La vitesse d'un drone FPV peut atteindre 100-150 km/h,
rendant son interception extrêmement difficile. Le temps de réaction entre la détection et l'impact, quelques secondes. La charge militaire, généralement une grenade anti-char de RPG ou une charge artisanale. Le jet cumulatif lors d'un impact correct perce même le blindage d'un char, sans parler des véhicules légèrement blindés comme l'Archer. Les points vulnérables de l'Archer, la partie supérieure de la tourelle, le compartiment de chargement, le moteur. Un impact à ces endroits provoque soit la détonation de la dotation en munitions, soit un incendie, soit met hors service des systèmes critiques. Dans l'incident d'hier, à en juger par les conséquences, l'impact a touché précisément une zone vulnérable, ce qui a conduit à la destruction totale du système. L'équipage a probablement réussi à quitter le véhicule, mais le canon lui-même est irréparable. Tout ce processus, de la détection à la destruction, peut prendre de quelques minutes à une demi-heure selon les circonstances. Mais le résultat est le même. Du matériel valant des millions de dollars se transforme en ferraille par les efforts d'un seul opérateur de drone FPV et d'un drone coûtant quelques centaines de dollars. C'est la guerre asymétrique à l'état pur. Une question logique se pose. Comment un système si précieux et rare s'est-il retrouvé dans une zone où une attaque de drone FPV était possible? Ces drones ont un rayon d'action limité, généralement pas plus de 10-15 km depuis l'opérateur. Cela signifie que l'Archer se trouvait relativement proche de la ligne de front ou de zones contrôlées par les forces russes. Pourquoi risquer un matériel si coûteux? Il y a deux explications possibles, et toutes deux sont peu encourageantes pour l'Ukraine. La première, une pression opérationnelle critique. Peut-être que la situation sur ce secteur du front était si complexe que le commandement ukrainien a été contraint d'engager tous les moyens de feu disponibles, y compris l'Archer, malgré les risques. Si les forces russes avancent, s'il faut stopper une percée, si chaque obusier compte, alors il faut utiliser même les systèmes les plus précieux, en négligeant les mesures de précaution. Cela indique que l'armée ukrainienne connaît une pénurie d'artillerie et doit colmater les brèches avec ce qu'elle a, même si cela signifie risquer la perte de matériel unique. La seconde explication, la sous-estimation de la menace. Peut-être que le commandement ukrainien et l'équipage de l'Archer pensaient que la vitesse de réaction du système suffisait à assurer la sécurité. Tirer, parti, et aucun drone n'aura le temps. Cette confiance excessive s'est révélée fatale. Les drones FPV ont évolué. Ils sont devenus plus rapides, leurs opérateurs plus expérimentés, la tactique d'emploi plus affûtée. Ce qui fonctionnait il y a 6 mois ne garantit plus la sécurité aujourd'hui. Les forces russes ont appris à chasser même les cibles mobiles, et l'Archer est devenu une nouvelle confirmation de ce fait triste pour l'Ukraine. On ne peut pas non plus exclure un succès du renseignement russe. Peut-être que la position depuis laquelle l'utilisation de l'Archer était prévue avait été révélée à l'avance. Peut-être que l'itinéraire du canon était suivi. Peut-être que le côté russe a délibérément créé des conditions provoquant l'adversaire à utiliser l'Archer dans un endroit précis où une embuscade avec drone était déjà préparée. Tout cela, élément de la guerre moderne, où la victoire s'obtient non seulement par la puissance de feu, mais par la capacité de surpasser l'adversaire en ruse. On pourrait penser que la réaction logique de la Suède à la destruction de l'Archer aurait dû être une révision de sa stratégie d'aide. Analyse des causes de la perte, conclusion sur l'inefficacité des systèmes coûteux dans les conditions d'emploi massif de drones, réorientation vers des solutions plus simples mais moins vulnérables. Mais logique et bureaucratie militaire sont des choses incompatibles. Le 11 septembre 2025, seulement un jour après l'incident du drone ayant violé l'espace aérien polonais, le ministre de la Défense suédois Paul Johnson a annoncé un paquet d'aide sans précédent à l'Ukraine. 7,5 milliards de dollars au cours des 2 prochaines années. C'est le plus important paquet de l'histoire de l'aide militaire suédoise à n'importe quel pays. Pour la Suède, avec ses 10 millions d'habitants et son PIB d'environ 600 milliards de dollars, c'est une somme colossale. Que contient ce paquet? Officiellement, un large éventail d'armements, de munitions, de soutien logistique. Officieusement, selon des fuites dans les médias, y compris des systèmes Archer supplémentaires. Et oui, ces mêmes Archers dont la vulnérabilité face aux drones vient d'être démontrée en pratique. La Suède prévoit de transférer encore plusieurs unités, espérant apparemment que cette fois, la chance sera meilleure. Simultanément, Stockholm a annoncé une augmentation de son propre budget de défense. La Suède, récemment entrée dans l'OTAN et ayant renoncé à sa politique historique de neutralité, accroît ses dépenses militaires,
motivant cela par la menace russe. La rhétorique des politiciens suédois est devenue plus belliqueuse. On parle de la nécessité de quote 3A, de quote 4A, du fait que quote 5. Mais regardons la vérité en face. Qu'apporte cette générosité à la Suède? L'effet militaire est douteux. L'Archer, comme l'a montré la pratique, est vulnérable. Les autres matériels occidentaux aussi. Les chars Léopard brûlent, les transports blindés CV-90 sont détruits, les systèmes de défense aérienne Iris-T interceptent certaines cibles mais ne peuvent pas fermer complètement le ciel. L'armée ukrainienne connaît une pénurie non tant de matériel, bien que cela aussi, que d'hommes, de munitions, de logistique, de capacité à résister à l'emploi massif de drones et d'artillerie russe. Les milliards de dollars d'armes occidentales n'ont pas radicalement changé le cours de la guerre. Le front s'est stabilisé, mais l'Ukraine n'attaque pas, elle se défend avec un succès variable. L'effet politique est également questionnable. La Suède démontre sa loyauté envers l'OTAN et les États-Unis, mais obtient-elle quelque chose en retour? Les garanties de sécurité, elle les a déjà en tant que membre de l'Alliance. Il n'y a pas d'avantages économiques de ces dépenses, ce sont des dépenses pures. À l'intérieur même de la Suède grandit le mécontentement. Les citoyens se demandent ce pourquoi des milliards sont dépensés pour une guerre étrangère, alors qu'à l'intérieur du pays, il y a des problèmes d'infrastructure, de santé, d'éducation. La coalition au pouvoir perd en popularité. L'effet d'image est discutable. D'un côté, la Suède se montre quote 6-0. De l'autre, son matériel démontre publiquement sa vulnérabilité, ce qui n'est pas la meilleure publicité pour l'industrie de défense suédoise. Les acheteurs potentiels d'Archer dans d'autres pays y réfléchiront désormais à deux fois. Vaut-il la peine de payer des millions pour un système qui peut être détruit par un drone à 500 $? Les critiques soulignent à juste titre, l'allocation d'un nouveau paquet incluant les mêmes Archers, c'est ignorer les leçons de la guerre. C'est suivre obstinément le plan initial, malgré la réalité changeante. C'est refuser d'admettre que les anciennes approches ne fonctionnent pas. Les militaires appellent ce comportement des généraux se préparant à la guerre précédente. La Suède se prépare à livrer des armes pour la guerre qui était d'actualité en 2022, ignorant le fait que la guerre de 2025 est un conflit complètement différent, avec d'autres menaces et d'autres exigences pour les armements. L'Ukraine comme terrain d'essai, l'épreuve du fer et du sang. La vérité cynique est que le conflit en Ukraine est devenu le plus grand terrain d'essai pour l'armement occidental depuis la Seconde Guerre mondiale. Ici, dans des conditions de combat réels, sont testés des systèmes développés pendant des décennies pour une guerre hypothétique avec la Russie. Et les résultats de ces essais sont pour le moins mitigés. Le matériel rencontre des problèmes auxquels les concepteurs n'avaient pas pensé. Les systèmes occidentaux high-tech nécessitent un entretien régulier, des pièces détachées spécifiques, du personnel qualifié. Dans les conditions d'une guerre intensive, assurer tout cela est extrêmement difficile. Les chars et canons automoteurs tombent en panne, les pièces doivent être acheminées d'Europe, les réparations traînent. Résultat, la disponibilité opérationnelle du matériel occidental en Ukraine est souvent inférieure à 50%, c'est-à-dire que plus de la moitié est en réparation ou en attente de pièces. Les munitions sont un problème à part. L'artillerie occidentale utilise des obus de calibre 150 mm. Le rythme de production de ces obus dans les pays de l'OTAN était calculé pour le temps de paix et les petits conflits. L'Ukraine les consomme par milliers par jour. Les stocks sont épuisés, la production augmente, mais lentement. Résultat, ces mêmes archers restent souvent inactifs, non à cause de panne, mais par manque d'obus. Cela concerne particulièrement les obus de haute précision Excalibur, qui coûtent environ 100 000 $ pièce et sont produits en quantité limitée. L'adaptation de l'adversaire s'est révélée plus rapide que prévu. La Russie n'a pas seulement appris à détruire efficacement le matériel occidental, mais elle l'a aussi capturé, étudié, développé des contre-mesures spécifiques. Les systèmes électroniques sont brouillés ou trompés par la guerre électronique. Le blindage est percé par des missiles anti-chars modernes et des drones. La tactique d'emploi est dévoilée et neutralisée. Au final, l'avantage de l'armement occidental, s'il existait au début, a été rapidement annulé. L'effet moral des pertes de matériel coûteux est énorme. Chaque léopard en flammes, chaque Archer détruit, chaque Patriot abattu devient sujet de discussion dans les médias. Sape la foi en l'invulnérabilité des systèmes occidentaux,
démoralisent tant les militaires ukrainiens que l'opinion publique occidentale qui observe comment leur argent des impôts brûle littéralement sur le champ de bataille. La destruction de l'Archer n'est pas un incident isolé, c'est le symptôme d'un problème plus profond. Le problème de l'inadéquation de la doctrine militaire occidentale aux réalités de la guerre moderne. L'Occident a construit ses armées pour des conflits où il a une domination incontestée dans les airs, où il peut tranquillement employer du matériel coûteux sans craindre les attaques massives de moyens de frappe bon marché, mais efficaces. L'Ukraine est devenue une leçon sévère. Dans une guerre contre un adversaire technologiquement développé et adaptatif, les anciennes règles ne fonctionnent pas. Les drones ont tout changé. Ils sont bon marché, faciles à produire en masse, simples à piloter après une courte formation. Ils sont omniprésents. Le ciel en est tellement saturé que tout mouvement de matériel est détecté. Ils sont meurtriers. Un drone FPV correctement employé détruit un char, un canon automoteur, toute cible non blindée ou légèrement blindée. Il n'existe pratiquement aucune protection contre eux. La suppression électronique aide partiellement. Les filets au-dessus des positions arrêtent certains drones. Mais se protéger complètement est impossible. Et voici le paradoxe. Au lieu de prendre conscience de cela et de changer radicalement d'approche, l'Occident continue à livrer les mêmes systèmes coûteux qui prouvent encore et encore leur vulnérabilité. Continue à dépenser des milliards pour des armes qui ne changent pas le cours de la guerre. Continue à croire que la quantité de matériel compensera ses défauts. La Suède, avec ses 7,5 milliards de dollars, est un exemple éclatant de ce refus obstiné de regarder la vérité en face. Et la vérité est la suivante. L'Ukraine perd une guerre d'usure. Perd en hommes, en ressources, en capacité à compenser les pertes. L'aide occidentale ralentit la défaite, mais ne change pas son caractère inévitable si les tendances actuelles persistent. Et la tendance est la suivante. La Russie s'est adaptée à l'armement occidental, a appris à le détruire efficacement, a accru sa propre production de munitions et de drones à des niveaux dépassant de plusieurs fois les capacités de l'Ukraine. Combien d'archers doivent encore brûler avant que Stockholm, Washington, Bruxelles reconnaissent l'évidence? Combien de milliards supplémentaires doivent être gaspillés en vain? Il n'y a pas de réponse. Pour l'instant, il n'y a qu'un mouvement obstiné sur un chemin tracé, un chemin qui ne mène nulle part.